Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les mèmes, M-E, accent grave, M-E-S. Que nous racontent ces images transformées, détournées, diffusées sur le web? Si vous êtes utilisateur d'Internet et surtout des réseaux sociaux, vous avez sûrement déjà croisé Bernie Sanders et ses moufles, ce petit ami distrait qui se retourne au passage d'une jeune femme, le sourire inquiétant de cette petite fille qui regarde l'objectif alors qu'une maison brûle au loin, avec à chaque fois des situations différentes, des légendes différentes, bref, des variations sur un même thème, drôle, obscur, ironique, souvent lié à l'actualité et digne d'intérêt. C'est en tout cas ce que nous dit notre invité. Bonjour François Jost. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, fondateur du Centre d'études sur les images et les sons médiatiques. Vous dirigez la revue Télévision, dont le dernier numéro 13, vient de sortir. Vous avez notamment écrit de nombreux ouvrages, notamment La méchanceté en acte à l'ère numérique, publié par CNRS Éditions en 2018. Et donc tout récemment, ce livre, Est-ce que tu m'aimes ? De la parodie à la pandémie numérique chez le même éditeur. Alors vous le notez d'entrée, vous n'êtes pas nombreux, François Jost, à vous intéresser au mème comme objet de recherche. Pourquoi vous y êtes intéressé ? Pourquoi avoir travaillé dessus ? Alors, je dirais pour deux raisons. La première, c'est que j'avais aussi écrit en 2007 un livre qui s'appelait Le culte du banal. Et donc, je m'intéresse à ce qui est banal, quotidien et pas forcément extraordinaire, etc. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est, comme la plupart des choses qui motivent, je crois, la recherche et la théorie, c'est que je savais pas bien ce que c'était, que je comprenais pas bien ce que c'était. Et je peux raconter comment c'est venu. Quand j'étais sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années, ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, je voyais passer comme ça un personnage dans des différentes positions, sans savoir bien comprendre qui c'était, ce que c'était, et j'ai compris peu à peu que c'était John Travolta qui était dans une scène issue de Pulp Fiction. Dans Pulp Fiction, et qui se retrouvait dans les circonstances les plus étonnantes. Alors ça allait de un magasin de jouets au rayon du papier de toilette d'un supermarché complètement dévalisé à un parking où il cherchait sa voiture. Et ce qui m'a fasciné dedans, c'est que d'une part, évidemment, on ne savait pas d'où ça venait, et comment le sens différait avec les changements de décor autour. Alors évidemment, pour un sémiologue, c'est totalement fascinant. Alors, le mot « mème » est défini ainsi dans le Larousse, concept, entre parenthèses, texte, image, vidéo, massivement repris, décliné et détourné de manière souvent parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz. Votre définition à vous, François Jost, est un peu différente. Oui. Quelle est votre définition du mème ? Ce sont effectivement le même, c'est constitué d'images qui sont soit fixes, soit animées, qui sont détournées d'une façon ou d'une autre, soit par l'ajout d'un son, soit par le doublage de la voix, soit par des titres qui sont mis dessus, soit par des variations plastiques, certains étant en photo, d'autres reprenant la même chose en dessin, etc. Donc voilà, c'est tout ça. J'enlève de la définition du Larousse que ça fait du buzz, parce que on peut très bien faire des mèmes qui ne font aucun buzz. Ça m'est arrivé, par exemple. Vous le racontez dans le livre. Vous êtes essayé au mème. Voilà, bien sûr, j'ai essayé, c'était intéressant. Si vous voulez, c'est pas constitutif de la définition du mème. C'est un effet souhaité. Si l'on remonte à l'origine de ce terme, il y a, et ça peut surprendre, un biologiste, Richard Dawkins. Nous allons l'écouter ici, dans un extrait d'un entretien donné en 2013 au Guardian. La sélection naturelle de Darwin, qui, comme vous le savez, fait évoluer tout ce qui vit, marche avec des gènes. J'ai voulu expliquer que même si tout le livre de la sélection naturelle était basé sur des gènes, les gènes ne sont pas les seules choses qui pourraient être à la base d'une sélection naturelle. Les mèmes, l'équivalent culturel des gènes, l'équivalent culturel de l'ADN, sont comme une mélodie entraînante. Ils se répandent dans la culture. Je la siffle, vous l'entendez. Vous marchez dans la rue en la sifflant, quelqu'un d'autre l'entend. Il se répand comme un virus. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer la sélection naturelle.
Alors François Jost, il faut nous en dire un peu plus sur ce parallèle gène-mème. Oui, les mèmes, comme vous l'avez entendu, désignent des unités culturelles qui peuvent être diverses, mode, architecture ou autres, qui se répandent par imitation. Et donc, Dawkins a trouvé le mot mème qui vient de mimésis pour rimer avec gène. Et il dit aussi, ce qui est plus drôle d'ailleurs, c'est que ça rime aussi avec crème de la crème, qui est une expression anglaise pour dire que c'est le top de quelque chose. Donc voilà, on ne garde pas vraiment grand-chose de cette définition. Moi, j'ai quand même un point commun avec cette définition, c'est que j'ai traité les mèmes comme des variants. C'est une sorte d'effet de notre présent. C'est vrai que les mèmes sont des sortes de répétitions, de variations. Comme les variants, ils se répandent en bougeant. Et vous reprenez aussi l'idée du virus, vous parlez même d'épidémie ou de pandémie pour illustrer la différence entre les mèmes qui se comprennent dans une certaine aire géographique et ceux qui peuvent être compris n'importe où. Et précisément pour ce faire, pour démontrer cela, vous prenez des exemples issus de la crise du Covid, de ses débuts en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, par exemple, il y a eu, ça a été d'ailleurs une hésitation pour la couverture, de montrer, il y avait un mème qui montrait comme une sorte de haut relief du régime socialiste, un homme qui avançait en avant, traçant la voie, à sa femme qui était derrière avec un caddie et elle-même traînant un enfant derrière elle. Donc, ce mème était surtitré 2020 après Jésus-Christ. Non, pardon, 2040 après Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. Donc, 2020 après Jésus-Christ, c'est ça. C'était 2020, oui. Donc ça renvoie à quelque chose qui est c'était le titre, c'était avec un grand Bataille magasin. de l'Aldi. Oui, l'Aldi. Ouais. Donc c'était la chaîne Aldi et donc un jeu de mots sur Aldi. Alors quand j'ai montré ça à une amie argentine, elle m'a dit je comprends pas ce que ça veut dire parce qu'ils n'ont pas Aldi chez eux. Donc c'est resté, si vous voulez, épidémique. Ça a touché, mais avec des traductions des pays de la communauté, enfin de l'Europe. En revanche, vous avez des mèmes du genre, par exemple. Nous sommes des héros avec un soldat d'un côté et puis un autre de l'autre côté, un homme avachi sur son canapé, donc avec nous sommes en guerre. Ça, il y a eu des versions dans différents pays. Alors avec des variations, une fois c'est Robocop, une fois c'est un chevalier du Graal, peu importe. Mais il s'est répandu comme tel à peu près dans le monde entier avec simplement des traductions diverses. Ce qui nous permet Il est donc pandémique. Voilà, ce qui nous permet de dire dès maintenant que les mèmes ne sont pas nécessairement drôles ou à visée humoristique, même s'ils le sont souvent quand même. Oui, ils le sont souvent. Et il y a aussi une chose qu'il faut dire dès le départ, c'est qu'il y a deux grands types de mèmes. Il y a des mèmes qui sont là pour exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire, c'est-à-dire un état mental, un état affectif. Et donc, il y a tous ces reaction mimes dans lesquels on voit des acteurs, des personnages de bande dessinée, etc., qui expriment quelque chose d'intérieur. Et puis, il y a les mèmes qui sont ce que j'appelle des choses en soi, c'est-à-dire qui sont des objets poétiques qui essayent de dire quelque chose en eux-mêmes. Voilà. Et votre question à visée humoristique, souvent, mais pas toujours. Alors, visée humoristique ou pas, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que les usages peuvent les faire varier. Par exemple, je prends un exemple de visée humoristique, c'est la Coffin Dance, qui a eu beaucoup de succès en 2020, dans lequel on voyait quelqu'un qui accomplissait un acte extrêmement dangereux, comme une voiture qui va sauter dans le vide, etc. Et en raccord sec, il y avait des Africains qui portaient un cercueil en dansant, voilà. Et avec une musique avec très cette musique, aiguë. voilà, que chacun appréciera. Voilà. Et ce même, qui était de l'humour noir, si je puis dire, en même temps, il a été utilisé après au Brésil pour montrer qu'il fallait se prémunir, avoir des gestes barrières, sinon on risquait la mort. Donc il a eu un usage tout d'un coup très sérieux par rapport à son point de départ qui était humoristique. Alors c'est très intéressant cette histoire de Coffin Dance, donc la danse des cercueils, vous l'avez dit en effet. Donc au départ, la vidéo, je crois, elle est tournée au Ghana avec des hommes effectivement très apprêtés, dont le travail est de faire des funérailles une fête. Donc ils portent un cercueil en dansant. Et ensuite,
ensuite, donc, cette vidéo va être détournée avec cette musique qu'on a entendue brièvement. Et donc, va suivre à chaque fois, dans les différents mèmes, une situation périlleuse, vous l'avez dit, pour quelqu'un. Ce qui est intéressant, effectivement, vous nous le dites, c'est comment on peut utiliser finalement au départ un message humoristique pour véhiculer un sujet, un message justement important de péril, de précaution. C'est aussi intéressant parce qu'en regardant un peu pour préparer cette émission, je suis tombée sur plein d'articles de médias pour expliquer ce qu'est ce mème, d'où ça vient au départ, la vidéo originale, et puis ensuite c'est un reportage de la BBC, puis le détournement, puis la musique. Et donc on s'aperçoit de deux choses avec ça. La première, c'est qu'il y a une sorte de passion de certains pour ce jeu de piste qui consiste à remonter le fil. C'est vous-même ce que vous avez fait en partie pour ce livre. Et la deuxième chose, François Josse, c'est que les médias traditionnels ont besoin, semble-t-il, de se saisir de ça. Oui, alors si les médias traditionnels ont besoin de prendre ça comme objet, c'est parce que ça a du succès. Voilà. Là, je pense que c'est pas très compliqué. Mais en revanche, sur la passion qui peut prendre le spectateur à suivre ces mèmes, c'est qu'il faut dire que, je veux dire, les mèmes, c'est toujours une cascade de mèmes. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans les mèmes, on ne peut pas prendre une image isolée qu'on va étudier pendant des 10 pages. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le sens évolue. Et dans ce mème de Coffin Dance, où on voit donc des Africains qui portent un cercueil, ça va donner par exemple à un moment un échiquier sur lequel on a des pions noirs, sur lesquels est en travers le roi. Donc, pour comprendre, quand vous y arrivez ça sur votre réseau social, c'est incompréhensible. Ça n'est compréhensible que si on a vu avant le même Coffin Dance. Et plus loin, vous avez Kim Jong-un, dont on n'avait plus entendu parler depuis un moment, et on le représente dans une chambre d'hôpital avec sur la vitre de la porte ces fameux porteurs de cercueils qui apparaissent et donc qui montrent sa fin prochaine. Donc, vous voyez, la construction du sens demande une certaine, acuité et un certain entêtement du Et ça veut dire usager. aussi qu'il faut avoir les codes, parce que tout ça, effectivement, est très référencé, très auto-référencé, et donc ça peut laisser quand même à distance pas mal de monde. Ah, tout à fait. Il y a beaucoup de mèmes qui laissent à distance immédiatement pas mal de monde, y compris moi-même, parce que il faut avoir renvoyer au paradigme culturel qui est à l'origine. Donc, ça suppose d'être aussi très au courant de l'actualité. Je prends un mème, par exemple, je parle d'un mème à un moment où on voit un paysage entièrement vert, et il y a des mosquées partout. Pour comprendre ça, c'est compliqué. On le comprend que si on sait que Zemmour a dit quelques jours auparavant que entre les verts écolos et les musulmans qui utilisent le vert, il y avait un point comme c'était la même chose. Donc tout d'un coup, il y a eu plein de mèmes où on voyait par exemple un type en chemise, j'allais dire une marque, mais en chemise verte, et avec encore un musulman ou chose comme ça. Et ça, vous appuyez là-dessus aussi. Vous dites que souvent, donc effectivement, les mèmes sont liés à l'actualité. Vous dites que c'est une forme de commentaire, finalement, faite par des commentateurs qui s'invitent tout seuls. Ce sont parfois presque l'équivalent de mini-éditos, finalement. Et en même temps, ça, c'est aussi typique de la culture numérique, tout simplement. C'est typique d'Internet et des réseaux sociaux, bien au-delà des mèmes, en fait, François Jost. Oui, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, là, c'est que effectivement, c'est des sortes d'éditos, vous dites. Et effectivement, on peut dire que les mèmes, s'ils ont autant de succès aussi, c'est qu'ils s'invitent sur un domaine de l'actualité qui est souvent confisqué, enfin, qui est senti comme confisqué. Considéré comme, Voilà, considéré comme confisqué, disons, parce que c'est pas ce que je pense, mais considéré comme confisqué, c'est-à-dire que seuls des gens, des spécialistes ont le droit de commenter l'actualité, de dire, etc. Et les mêmes, c'est une façon, j'allais dire sauvage, de dire, nous aussi, on a des choses à dire sur l'actualité. Oui, mais ça, c'est le web. Oui, tout court, c'est pas les mêmes, c'est le web, en fait. Vous avez tout à fait raison, mais de même que les parodies, alors j'allais dire, les parodies, c'est pas le web. C'est-à-dire que c'est bien antérieur. Et donc, vous avez tout à fait raison de suggérer qu'effectivement, il y a des choses qui appartiennent
à une tradition qui viennent de bien avant, hein. Et puis, il y a ce que le web apporte. Et c'est pour ça que je suis parti de la parodie à la pandémie numérique, parce que précisément, dans la pandémie numérique, il y a de la parodie. France Culture, La Grande Table, Chloé Cambrelin. Il est 13h11 et nous sommes en compagnie du sémiologue François Jost pour son nouveau livre « Est-ce que tu m'aimes ?» de la parodie à la pandémie numérique, même donc M-E accent grave, M-E-S en un mot, puisque nous parlons de ces mèmes et que vous consacrez effectivement, vous l'avez dit François Jost, il y a de la parodie là-dedans, mais la parodie existait avant les mèmes, bien avant, et vous consacrez toute une partie de ce livre à expliquer justement en quoi les mèmes se rapprochent de la parodie picturale et en quoi ils s'en distinguent. Alors, qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les distingue ? Alors, vous savez, souvent la sémiologie, on pense que c'est un truc en chambre, purement théorique et on n'a pas de terrain, on n'a pas bon. Moi, je pense que c'est pas vrai. En l'occurrence, je suis tombé par hasard pendant le confinement où il fallait s'occuper, comme vous savez. Je suis tombé sur des parodies de la scène de Léonard de Vinci, et j'ai été fasciné par ça. Ça s'est accumulé. J'en ai trouvé des dizaines, des centaines presque, etc. Et je me demandais en quoi c'était différent des mêmes. Or, j'ai trouvé sur le web aussi beaucoup de mèmes qui reprenaient la scène de Léonard de Vinci. Et donc, en plus, j'ai tombé sur un site qui les classait certaines dans les mèmes et d'autres dans les parodies. Et donc, dans l'art, en fait. Et j'ai essayé de voir la différence entre les deux. Et effectivement, j'ai mis au jour que certaines différences. La première, c'est que les parodies picturales ont presque toujours une visée artistique. C'était le cas, par exemple, de Warhol, qui a fait une centaine de parodies de la scène. Qu'elles fonctionnent d'un point de vue sémiotique par substitution, c'est-à-dire que à la place des personnages des apôtres, on a d'autres gens, John Lennon, les Beatles, etc. Et bien sûr, elles sont souvent un peu sacrilèges, mais elles veulent dire quelque chose. Par exemple, on met des femmes noires pour dire pourquoi le Christ ne serait pas aussi représenté par une femme noire. Alors, les mèmes, par rapport à ça, sont beaucoup plus simples parce qu'ils partent de quelque chose qui est représenté, qui est la scène, et ils adjoignent des choses, soit des répliques, soit des... Alors, il y en a d'assez drôles, par exemple, pendant le Covid, il y a eu plein de répliques sur « mais vous êtes le 13, vous n'avez pas le droit de vous réunir à 13 », ou « ceci est mon corps, passe-moi la mayonnaise », bon, des choses terribles de ce genre-là. Et il n'y a pas de réelle prétention artistique non plus. Donc, je dirais que là, on trouve moins de volonté militante de dire les homosexuels ou les homosexuels ou les noirs, etc., ont le droit d'exister dans la religion catholique, et c'est parfois fait d'ailleurs par des catholiques, que dans les mèmes qui sont simplement ludiques. Et qui participent à cette ludification du monde dont vous parlez dans ce livre. Finalement, les mêmes, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que tout est drôle, tout est sujet à détournement, c'est ça aussi quand même. C'est vrai, oui, bien sûr. Ça fait partie d'un mouvement beaucoup plus vaste, qui est la ludification du monde, oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment on essaye et comment on arrive ou pas à expliquer le succès d'une image qui va devenir un mème. Alors, exemple, avec cette photo de Bernie Sanders, le jour de l'investiture de Joe Biden, Bernie Sanders est assis sur une chaise, sans personne autour de lui, il a les bras croisés, il porte des moufles. Et cette photo va être reprise, détournée, bref, devenir un mème. Voilà comment en parle Frédéric Kaplan, professeur en humanité numérique à l'École polytechnique de Lausanne. C'était avec Marie Sorbier sur France Culture. Le photographe qui a fait la photo de l'agence France Presse n'avait probablement pas conscience que ça allait devenir un mème à cette échelle. Pourtant, en fait, il y avait plusieurs indices qui pouvaient potentiellement nous mettre la puce à l'oreille et qui ne sont pas forcément liés au caractère intrinsèque de la photo, mais plutôt à l'histoire des mèmes sur Internet. Un premier point, c'est que Bernie Sanders lui-même a déjà été le sujet de beaucoup de mèmes, certains, disons, peut-être à ses dépens, d'autres, au contraire, extrêmement positifs. Il y a même, disons, une partie de sa communication politique qui a tenté d'utiliser les mèmes comme une manière, disons, de construire son image. Donc, on est face à une situation qui n'est pas du tout
neutre, en fait, qui a tout à fait déjà un terreau fertile chez les internautes par rapport au personnage lui-même et d'une manière générale aussi par rapport à une certaine communication en politique liée au mème et à la personne de Bernie Sanders. Alors, partagez-vous cette analyse, François Josse. Vous écrivez dans votre livre, cette image était dépourvue de sens. Ouais. Et c'est précisément ce vide qui la rendait fascinante. Il y avait de la place, finalement, pour l'interprétation, Voilà. pour le détournement. Oui, je crois que les bonnes photos, les bonnes photos pour les mèmes, c'est des photos qui sont un peu étranges, qu'on ne sait pas interpréter tout de suite. Je prends l'exemple aussi de Kafka qui, dans son journal, parfois décrit ce qu'il voit, mais sans très bien savoir ce que ça signifie. Ça nous arrive d'ailleurs très souvent de voir des choses, on ne comprend pas forcément. Et donc, évidemment, on peut remplir de différentes significations. Regardez aussi un autre exemple plus récent, les photos de Macron prises par Soisic de la Moissonnière, où il a l'air fatigué, un peu accablé, etc. C'est simplement cette photo, et ça devient très vite, il vient de téléphoner à Poutine, il n'en peut plus, ou alors ça devient même, on voit un mème où on dit, voilà, pendant qu'il est fatigué parce qu'il a téléphoné, il y a le maire de la ville de je sais plus quoi, qui est en train de faire de la résistance, et donc on oppose son absence d'action par rapport à celui qui a une action. Donc voilà, quand une photo n'est pas trop signifiante, si vous voulez, on peut l'attirer de tous les côtés, ça fait donc de très bons mèmes. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on en arrive effectivement, et c'est aussi ce que disait Frédéric Kaplan, à l'aspect politique de la chose. Parce que oui, les mèmes peuvent aussi être utilisés comme message politique. Bien sûr, et c'est intéressant. Alors j'aborde notamment un exemple un peu ancien, c'est celui de Trump, qui, autour de lui, on avait dit jobs, not mobs, c'est-à-dire du boulot, mais pas de manifestation. Et peu à peu, on a mis des images là-dessus. Et des jobs, on a montré la chaîne de l'usine Tesla, et pour Mobs, on a mis des rues en feu, etc., en prenant d'ailleurs des photos très antérieures à l'époque du mème. Et là, ça devient un mème. C'est-à-dire, ça devient un mème parce que c'est plus seulement... c'est pour ça que pour moi, le hashtag, etc., c'est pas des mèmes. Certains le considèrent comme des mèmes. C'est pas des mèmes, ça devient un mème à partir du moment où on transforme visuellement quelque chose qui peut être un slogan. Et donc, transformation, ça peut aussi être manipulation. Alors là, en l'occurrence, bien sûr, Voilà. ça a été... c'était pas de la manipulation, c'était de la propagande. Oui. Mais on a vu aussi les mèmes, notamment de Creepy Joe ou Sleepy Joe, notamment Sleepy Joe pour Biden. On voit Biden interviewé dans une télévision qui s'endort et qui ronfle très ostensiblement. Or, c'est fait avec une image d'un chanteur très, très, très antérieur, et on a mis sa tête qui est penchée en avant, qu'on a pris aussi sur une photo. Donc là, c'est le mème devient un instrument de désinformation. Et le mème, effectivement, n'échappe pas au phénomène des fake news. Alors, c'est une dérive possible, il y en a d'autres. Vous parlez aussi de cela dans votre livre. Lorsque l'on évoquait tout à l'heure la coffin dance, la danse des cercueils, on a dit à chaque fois, avant de voir les danseurs, on voit des personnes qui sont dans des situations périlleuses, en danger. Or, ces personnes, on ne sait jamais ce qu'elles deviennent. Alors ça ne date pas des mèmes, c'est déjà dans les bêtisiers, dans les apps d'internet, etc. On ne sait jamais ce que devient la personne qui se casse la figure, qui glisse ou autre. Elle n'existe pas en tant que personne. Il y a d'autres exemples de cela, et notamment un exemple assez ancien, 2003, c'est ce jeune Québécois, Ghislain, qui s'était filmé en train de se battre avec un faux sabre laser à la façon Star Wars, sauf qu'il n'y arrivait pas trop. Que s'est-il produit avec ce garçon, François Oui, alors Jost? là, il y a eu énormément de mèmes qui le ridiculisaient complètement en adjoignant des ennemis imaginaires, etc. Et ce pauvre garçon... Parce que d'autres adolescents avaient récupéré la vidéo et l'ont diffusée. Oui, bien sûr, parce que, vous savez, quand on dit que le mème est viral, souvent, ça peut donner l'impression qu'il se répète à l'identique. Non, la plupart du temps, il ne se répète pas à l'identique, il varie. Et là, il y avait beaucoup de variations, mais
qui toutes rendaient ridicule ce garçon. Et ce garçon a dû arrêter ses études et se faire soigner dans un service psychiatrique. Donc ça peut effectivement... et d'ailleurs, enfin oui, c'est très dur il ne faut pas trop le reproduire parce que ça ne fait qu'accentuer ce sadisme du spectateur, en fait. Oui, c'est ça. Et alors justement, en regardant là un petit peu ce qu'était devenu ce garçon, eh ben, figurez-vous que la télévision québécoise a diffusé très récemment un documentaire consacré à cette affaire. Ça s'appelle Dans l'ombre du Star Wars King, Kid, puisque donc c'était le surnom. Ouais. Et donc dans ce documentaire, donc le jeune garçon qui est désormais un adulte, qui s'appelle Ghislain, témoigne. Et en fait, ce documentaire, c'est une espèce de lecture rétrospective à partir de l'idée selon laquelle, en fait, cette histoire qui arrivait à cet ado préfigurait tout ce qu'on allait connaître ensuite, plus tard dans les années 2000-2010, de cyberharcèlement, de l'effet de meute, des effets potentiellement terribles de la viralité sur des personnes qui n'ont rien demandé. Donc, voilà. Et vous en arrivez dans le livre à dire que à partir de cette histoire-là, qu'il faudrait réfléchir à une éthique du mème. Mais est-ce que c'est possible, une éthique du mème, François Jost ? C'est extrêmement compliqué, comme tout ce qui touche le web, et c'est très difficile de réglementer, d'autant plus si on admet que Twitter devient un lieu où on peut tout dire. C'est très embêtant, effectivement, mais je pense qu'on peut aussi, je ne suis pas juriste, mais appliquer certaines règles ou lois qui existent dans la vraie vie, parce que, si vous voulez, la dénonciation calomnieuse, c'est aussi quelque chose qu'on peut trouver sur les mêmes. Donc, j'imagine qu'il y aura des procès de plus en plus sur ce thème. Alors, à l'inverse, il y a un autre exemple d'un adolescent américain, lui, je crois, dont une photo est devenue un mème, Bad Luck Brian. Mais lui, ça s'est fait avec son consentement et il a même gagné de l'argent avec. Oui, c'est ça le paradoxe. Lui, c'était un ami qui avait mis sa photo où il prenait un air niais, un sourire idiot. Finalement, c'est devenu le symbole de celui qui n'a pas de chance. J'en ai pas qui me viennent en tête comme ça, mais c'est à chaque fois le symbole de quelqu'un qui n'a pas de chance. Il vient de passer son permis de conduire et il vient d'avoir son premier test. Voilà, par exemple, le premier test alcoolique, etc. Et donc, lui, il a été malin, effectivement. Il a revendu des licences, le représentant sur des t-shirts, sur des animaux en peluche, que sais-je. Et donc, finalement, il en a tiré plutôt du profit. Et justement, pour aborder une autre thématique intéressante de votre livre, qui montre aussi à quel point tout ça va très vite, François Jost, il y a avec les mèmes la question de l'auteur. Par nature, le mème, c'est un objet qui vit du fait d'être repris. Alors, quelle place pour l'auteur, pour la notion même d'auteur ? Alors c'est vraiment intéressant parce que ça a bougé déjà pas mal depuis 2 ans. Au départ, je pensais que le mème c'était comme une histoire drôle qui se transmet, on ne sait pas qui la transmet, etc. En fait, il y a la possibilité sur les mèmes de mettre des filigranes, c'est-à-dire qu'on peut le signer d'une certaine façon. Mais beaucoup de mémeurs s'en fichent et leur but c'est d'être voler le plus possible, c'est-à-dire que ça se répande. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, si vous voulez, certains revendent des licences et que les mêmes deviennent des objets comme les NFT, c'est-à-dire ces Not Fungible Tokens, ces sortes de signatures numériques qui sont à l'origine d'un objet numérique comme le mème, qui se vendent. Il y a eu la vente d'un mème cette semaine, je crois, qui était encore à 70 000 €. Je pense que la question de l'auteur va devenir vraiment très forte, comme ça a été dans tous les médias et dans tous les arts. C'est-à-dire, au départ, le cinéma, il n'y a pas d'auteur, et puis on en fabrique. Au départ, la télévision, il n'y a pas d'auteur, on en fabrique, etc. Et ce que vous expliquez bien avec les NFT, donc c'est que c'est l'équivalent d'une signature, en fait. Le NFT, c'est un titre de propriété, mais l'œuvre, entre guillemets, continue à circuler sur le net. Et donc, en effet, il y a de plus en plus de mèmes qui sont vendus comme ça. Ce qui nous amène aussi à une autre question, vaste, je vous l'accorde, mais dans quelle mesure avons-nous affaire ici à une forme d'art, François Jost ? Eh ben, c'est très intéressant parce qu'effectivement, j'ai dit tout à l'heure que la différence des parodies picturales, les mêmes ne prétendaient pas au statut artistique, mais c'est en train de bouger. Il y a eu un musée de New York qui a consacré tout un truc aux mêmes. Une exposition, donc, c'est
ce que certains appellent l'artialisation, effectivement, des phénomènes comme ça sont en train de se transformer aussi, possiblement, en œuvres d'art. Alors, nous allons terminer bientôt cette émission en revenant à la question que vous vous posez vous-même au début du livre. Pourquoi donc aimez-vous les mêmes, François Jost? À la fin de ce livre, vous évoquez un plaisir d'une certaine manière comparable à celui que vous procure l'offrande musicale de Bach, pour parler de votre amour pour les mêmes. Et puis, vous nous parlez aussi de lui, Raymond Queneau. Les exercices de style, et je suis parti d'un incident réel, et je l'ai raconté 12 fois de façon différente, puis un an plus tard, j'en ai refait 12 autres, et finalement, il y en a eu 99. On a voulu voir là une tentative de démolition de la littérature. Ce n'était pas du tout dans mes intentions, en tout cas mon intention n'était vraiment que de faire des exercices. Le résultat, c'est peut-être de décaper la littérature de ses rouilles diverses, de ses croûtes. Si j'avais pu contribuer un peu à cela, j'en serais bien fier, surtout si je l'ai fait sans ennuyer trop le lecteur. Raymond Queneau en 1950 sur France Culture. Alors, ça n'est pas que pour le plaisir de l'écouter, c'est aussi parce que vous dites, François Jost, que ce que Queneau fait avec les mots dans les exercices de style, les mêmes le font avec des ressources du langage audiovisuel. Oui, c'est vrai que je me suis demandé pourquoi ça m'attirait comme j'aime les variations de Bach ou celles de Queneau. Alors, exercice de style comme Queneau le dit, je ne connaissais pas cette archive, mais elle est extraordinaire. C'est 99 fois la façon de dire une histoire extrêmement simple. Bon. Et donc, il y a dans cette variation quelque chose de semblable. Et ce qui me frappe dans ce qu'il dit, que je trouve auquel je n'avais pas pensé en revanche, c'est que son livre est un mauvais objet. C'est-à-dire que ça n'est pas de la littérature avec un grand L. Et précisément, c'est exactement ce qu'on peut dire aussi des mèmes, par exemple des mèmes de la scène de Léonard de Vinci par rapport aux œuvres picturales reprenant la scène. C'est-à-dire que ce sont de mauvais objets. Et en même temps, comme la plupart des mauvais objets, ils vont vers leur légitimation. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est encore un objet discutable, mais je veux dire, pas seulement mon livre, mais d'autres qui arrivent font que ça va se transformer en objet légitime et qu'on l'étudiera de façon décontractée plus tard. Dernière chose, est-ce qu'il y a, alors on a parlé des dérives possibles, mais est-ce qu'il y a une potentialité de scandale, de polémique dans les mêmes? On a l'impression que plutôt non, en fait. Ben, oui, ce qui m'a étonné, si vous voulez, c'est que, je reviens sur cette histoire de la scène, c'est que... quand Volkswagen a utilisé la scène, ou Gerbeau, cette affiche très connue aussi, a utilisé la scène, ça a provoqué un scandale. L'Église catholique a fait un procès, alors que quand c'est les mêmes qui blasphèment, entre guillemets, beaucoup plus encore, ça reste interne, il y a des commentaires désobligeants, mais c'est tout. Merci François Jost. Votre livre « Est-ce que tu m'aimes ?» de la parodie à la pandémie numérique est publié par CNRS Éditions. Merci à vous, merci à l'équipe de La Grande Table, Oriane Delacroix, Lucas Bretonnier, Henri Leblanc, Laura Dutèche-Pérez, Violaine Malstaff et Mayalène Despio-Couré. À la réalisation, Louis-Valentin Faury, à la technique, Jean-Guilain Meige et Ludovic Augier. Demain, vous avez rendez-vous à midi avec Lucille Como pour La Grande Table critique. Et lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Olivia Gesbert.